je vais vous parler donc de la mort de Catherine II de Russie, dite Catherine la Grande. Cette femme qui aura fait preuve de détermination et de volonté pour arriver à la tête d'un empire tel que celui de la Russie est un exemple de réussite. Bien qu'on la décrive comme despote ou nymphomane, ce qui n'est pas entièrement faux, elle fut surtout une femme d'une grande culture, d'une intelligence politique certaine et d'une modernité affirmée. Alors comment une princesse allemande, sans fortune, est-elle devenue une des tsarines les plus aimées de la Russie? Catherine, de son vrai nom, Sophie Donald Zerbst, naît le 2 mai 1729 à Szczecin, en Pologne, actuellement, en Prusse à l'époque. Ses parents, notamment sa mère, espéraient pour leur premier-né un fils et sont plutôt déçus de la naissance de Sophie, une fille. Elle reçoit quand même une éducation protestante, austère et plutôt rigide. Elle souffre d'un manque d'affection parentale, mais elle recevra un enseignement de qualité de la part de Babette Cardel, d'origine française. Celle-ci va lui enseigner la langue française, les bonnes manières aristocratiques et un goût prononcé pour la littérature française de l'époque. La mère de Sophie rêve de faire d'elle un membre important de la noblesse et espère faire un beau mariage. Sophie, qui ne se trouve pas très attrayante, va mettre toutes les armes de son côté. Elle souffre en effet d'une scoliose qui la rend voûtée et elle va se forcer à porter pendant plus d'1 an un corset jour et nuit pour corriger sa posture. Elle va compenser également cette sous-estime physique par un esprit vif et cultivé. Elle va passer de longues heures à étudier afin de pouvoir converser en haute société et parviendra à se faire introduire auprès du roi de Prusse, Frédéric II, à Berlin. Le roi, impressionné par Sophie, la recommande auprès d'Élisabeth Ier. La tsarine, qui recherche désespérément une épouse pour son neveu, le futur tsar Pierre III, envoie donc une invitation à la jeune princesse pour qu'elle se rende dans les plus brefs délais à la cour de Russie. Je vous laisse imaginer dans quel état était la mère de Sophie, elle n'aurait pu espérer mieux. À son arrivée à Moscou, Sophie recevra tous les honneurs qu'il se doit. Vous pouvez vous questionner pourquoi l'impératrice cherchait à marier le futur tsar avec une princesse prussienne sans grande fortune. Les complots contre la couronne étant courants dans l'Empire, Élisabeth pense que Sophie est un bon choix, en ce sens qu'elle n'est ni dangereuse, ni suffisamment intelligente pour porter atteinte à l'Empire. Sophie, installée au palais, se liera d'amitié avec Pierre, jeune homme disgracieux, pas très intelligent, ni vif d'esprit. Il a pour couronner le tout une passion absolument incontrôlable pour le royaume de Prusse et son roi, actuellement ennemi numéro 1 de l'Empire russe. Advienne que pourra, Sophie préférera le pouvoir de la couronne à l'amour. Pour ce faire, elle va se convertir à la religion orthodoxe, ce qui décevra son père protestant au plus haut point, et elle se fera également baptiser, condition sine qua non pour accéder au trône. Lors de ce baptême, elle changera de nom et l'impératrice Élisabeth lui imposera le prénom de Catherine et Katerina en russe. Elle s'adressera au sortir de l'Église au peuple russe dans un russe parfait et obtiendra l'adhésion de la foule. Elle devient grande duchesse et altesse impériale et se marie à Pierre en septembre 1745. Une cérémonie somptueuse est donnée, suivie de 10 jours de fête. Catherine n'en gardera qu'un souvenir en demi-teinte, car Pierre a préféré s'adonner à la boisson. Cela deviendra un comportement habituel de sa part et le tsar ne remplira jamais son devoir conjugal. Après 8 ans de mariage et aucune descendance, l'impératrice Élisabeth conseille à Catherine de prendre un amant afin de pouvoir donner un héritier à la couronne. Elle choisira donc Sergueï Saltykov qui lui donnera son premier enfant en 1754, un garçon nommé Paul. En 1755, elle prend pour amant Stanislas Poniatowski, qui deviendra plus tard roi de Pologne, et qui donnera à Catherine un second enfant, une fille prénommée Anne. À la mort de l'impératrice, Pierre prend le pouvoir. Une des premières actions qu'il mettra en application sera d'arrêter la guerre prusso-russe, de rendre les territoires conquis à la Prusse
et se coupera de facto de l'armée et de l'Église russe. Il ira même jusqu'à obliger les troupes russes à porter l'uniforme prussien et il exigera des popes de se couper la barbe et de s'habiller comme d'un pasteur protestant. Catherine, qui assiste impuissante à un tel sabotage, va rapidement prendre la décision, avec son amant de l'époque, Grégory Orlov, de fomenter un coup d'État contre son mari. Le 18 juin 1752, elle décide de prendre le pouvoir avec l'aide d'une centaine de soldats. Elle part depuis Saint-Pétersbourg pour prendre la direction de Moscou à cheval et convainc sur sa route des garnisons entières qui se joignent à elle avec enthousiasme. Le tsar Pierre III est arrêté et assigné à résidence. Il sera assassiné le 6 juillet. Catherine arrive enfin à la tête de l'Empire. Elle va être à l'origine de réformes institutionnelles importantes. Prenant exemple sur ce qui se passe en France et notamment les Lumières, elle écrira un code de loi en 1767, code de loi un peu comme notre code civil actuel. En 1769, elle tente d'instituer une commission législative telle que l'Assemblée nationale, où sont représentées toutes les couches de la société. Malheureusement, celle-ci sera dissoute à la suite de la révolte menée par un opposant, Pougatchev. Elle va mettre en place une véritable instruction scolaire. Elle va, pour ce faire, créer des écoles primaires et secondaires et doubler les effectifs des enseignants. Elle va créer des hôpitaux pour les enfants trouvés, dans lesquels ceux-ci seront éduqués. Étant une femme de lettres et des arts, elle sera également une véritable mécène. Elle va entretenir des correspondances avec Grimm, Voltaire, Diderot. Elle rachètera d'ailleurs la bibliothèque de celui-ci, lui en laissera l'usage et lui offrira même une allocation de bibliothécaire afin qu'il puisse poursuivre ses écrits. Elle mènera une grande politique d'acquisition qui lui permettra de rassembler près de 4000 tableaux. Par l'intermédiaire de ses ambassadeurs, elle va acquérir quelques-unes des plus prestigieuses collections européennes. Ces acquisitions sont à l'origine d'une des collections de peintures les plus admirées en Europe et se retrouvent au musée de l'Ermitage. Elle sera la première en Russie à subir la variolisation, technique de lutte contre la variole de l'époque, bien antérieure à la vaccination. Et elle donnera ainsi l'exemple à ses sujets. Concernant la vie privée de Catherine, on lui prête un appétit certain pour les plaisirs de la chair. Elle écrira à ce sujet qu'il ne faut pas méprendre besoin de compagnie et d'affection avec le grand amour. D'ailleurs, en parlant d'amour, elle n'en connaîtra qu'un, Grigory Potemkin. Celui-ci sera son confident, son meilleur ami, son amant, ainsi que son premier ministre officieux. Avec lui à ses côtés, elle agrandira le territoire de l'Empire de plus de 500 000 km². Toutes les décisions politiques que Catherine prendra passeront entre les mains de Potemkin. Ce sera pour elle une preuve d'amour. Il restera fidèle à ses côtés pendant plus de 20 ans, jusqu'à la fin de sa vie. Catherine s'éteindra 5 ans après lui, déçue d'un AVC, laissant derrière elle un empire immense après plus de 30 ans de règne. Tantôt visionnaire, tantôt despote, cette femme a façonné la Russie à son image. Celle qui fut plus russe que les Russes nous enseigne le pouvoir de la détermination. La détermination d'une femme cultivée, intelligente et libre de ses choix. En terminant cette chronique, je me demande de quelle manière Catherine gérerait la situation actuelle. Ferait-elle preuve de déterminisme et de pouvoir ou ferait-elle preuve de diplomatie et de patience ?